Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette deuxième édition des Anges du génie, un concours de gestion féerique visant à encourager et promouvoir le relève en génie au Québec. Cette deuxième édition de ce concours fut tout aussi populaire que la première édition. Nous avons eu le plaisir de recueillir plusieurs dizaines de projets en génie de partout au Québec. Nous vous remercions d'avoir participé en si grand nombre. Pour se qualifier, les projets devaient être l'œuvre d'étudiants en génie du Québec et ils devaient répondre à l'un des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Aujourd'hui, 5 équipes finalistes présenteront leurs projets aux Anges du génie. Sachez que chacun des projets présentés ce soir se voit déjà garantir le prix des Anges de 5 000 $. Maintenant, les équipes doivent convaincre les Anges du génie de doubler la mise pour remporter le coup de cœur féerique, soit un 5 000 $ remis à celui qui se démarquera le plus. Mais peut-être connaissez-vous déjà nos 5 projets finalistes, puisque vous avez eu l'opportunité de voter pour votre projet préféré au courant du mois de novembre. Le projet gagnant de vos votes se méritera un prix d'une valeur de 1 000 $. Avant de présenter le premier projet finaliste, prenons quelques minutes pour découvrir nos Anges du génie. Ce sont eux qui ont choisi les finalistes et qui poseront leurs questions au cours de l'émission pour déterminer qui se méritera un 5 000 $ additionnel. D'abord, Hélène Beneteau de la Prairie, Monsieur Alexandre Piché et finalement, Madame Donna Prahax. Et nouveauté cette année, nous avons 4 projets qui ne font pas partie des finalistes, mais qui ont attiré l'attention de nos anges. Ces projets obtiendront chacun un prix de 1 000 $. Et c'est M. Sébastien Fecteau qui aura l'honneur de vous les présenter durant cette remise de prix. Est-ce que vous êtes prêts à connaître nos 5 équipes finalistes? Eh bien, c'est parti! Notre premier projet nous vient de l'Université Laval. Il s'agit d'Alérion Supermillage. Bonjour chers anges, nous sommes ici pour vous présenter notre projet étudiant Alérion Supermillage. Notre objectif est de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de nos véhicules. La quarantaine d'étudiants qui participent au projet utilisent les connaissances acquises durant leur cours de bac en génie afin de concevoir, fabriquer et participer à des compétitions d'efficacité énergétique avec notre véhicule prototype. De 2003 à 2023, le véhicule était propulsé par un petit moteur à combustion interne que vous avez ici. Ce moteur nous a remporté de nombreux succès à travers les années, incluant le record nord-américain pour la consommation d'essence avec un pointage de 1749 km par litre. Lors de notre dernière saison, afin d'actualiser le projet dans un contexte d'électrification des transports, on a mis au point un nouveau système de motorisation électrique. Ça nous a permis de développer nos compétences en technologie propre, notamment en assemblant notre propre batterie lithium-ion et en concevant un contrôleur de moteur optimisé pour l'efficacité. Cette conversion nous a permis d'obtenir la 3e place en Amérique. On a ensuite concrétisé la fiabilité de nos systèmes avec une épreuve d'endurance où on a roulé sur 308 km en 24 heures. Cette année, afin de nourrir notre appétit pour des projets audacieux, on veut adapter notre motorisation en remplaçant la batterie par une pile à combustible d'hydrogène, une technologie prometteuse pour la décarbonation de plusieurs industries. En parallèle avec la conversion à l'hydrogène, Alérion Supermillage se lance également dans la fabrication de son tout nouveau véhicule de classe concept urbain. Ce nouveau véhicule électrique est un autre véhicule d'une autre classe de véhicules supermillage qui a comme objectif de représenter davantage les véhicules que l'on peut retrouver sur nos routes. Chers anges, supporter l'Alérion Supermillage, c'est supporter la formation des futurs ingénieurs qui vont développer les technologies propres pour le transport de demain. Merci. Première question, vous mentionniez que vous avez le concept initial, le Supermillage, et le nouveau concept urbain qui, lui, est 100% électrique. Le premier était initialement à combustion d'essence. Vous avez fait un prototype électrique qui se veut ensuite être converti 100% hydrogène, ou ça va être une pile, quelque chose hybride, une solution hybride? La technologie d'hydrogène, comme on l'utilise, c'est hybride électrique hydrogène, parce qu'on utilise une pile à combustible qui utilise l'hydrogène pour faire de l'électricité. Fait que ça reste une propulsion électrique, mais on remplace la batterie, il n'y aura plus de batterie dans le véhicule. Je comprends. Il y a 2 classes de véhicules, les classes prototypes, qui est le petit véhicule, puis le concept urbain. Fait que l'année passée, on avait un prototype électrique. Cette année, on va avoir un concept urbain électrique à batterie, puis un prototype électrique à hydrogène. C'est surtout une optique de décarboniser les transports. En ce moment, on a beaucoup de transports qui utilisent des technologies fossiles, que ce soit nos voitures sur la route, mais aussi tout ce qui est navires, les avions. Avec les technologies qu'on est en train de développer avec Alérion Supermillage, ça a beaucoup d'applications dans chacun de ces secteurs-là. Donc, on pourrait utiliser l'avantage de
la très haute densité énergétique de l'hydrogène par rapport à une batterie ou carrément une batterie qui est capable d'être utilisée dans plusieurs conditions. Là. Puis est-ce que vous avez un exemple où vous êtes particulièrement fier à partir de toutes vos lectures, puis que ça s'est retrouvé soit dans votre pile, soit en choix de technologie? Ou... La manière qu'on a de commander le moteur électrique, c'est une façon de commander un moteur qui s'appelle le FOC. En anglais, c'est Field Oriented Control, qui en fait utilise l'angle du champ magnétique directement pour choisir quelle phase du moteur reçoit le courant. Donc ça, c'est une façon extrêmement efficace d'utiliser le courant de la batterie pour faire tourner le moteur électrique. C'est comme ça qu'on a pu aller chercher la 3e place sur les 22 équipes à notre compétition de cette année, même si c'était notre première participation. C'est qu'on avait un concept théorique qui était tellement fort que malgré notre manque d'expérience, on a quand même été capable d'être assez compétitif. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir votre projet vis-à-vis des autres finalistes? La mission de l'Alérion Supermillage, en fait, c'est vraiment le côté formation des ingénieurs. Fait qu'on sait en ce moment, avec la crise climatique, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Ceux qui vont régler cette solution-là, c'est du monde qui sont aux études en ce moment ou qui vont être aux études plus tard, qui s'intéressent à ces technologies-là. Fait que notre projet vient vraiment attirer ce monde-là. C'est pour ça que je suis rentré dans le projet. Fait que c'est vraiment de venir nous former puis de s'intéresser à des technologies, même à développer des technologies qui n'existent pas nécessairement. Tu sais, des fois, c'est beaucoup de recherche et développement. Donc, c'est des solutions qui vont pouvoir s'appliquer à la crise climatique puis aux solutions qui vont être développées pour régler ça. Le but initial, c'est la formation des étudiants, mais est-ce que ça pourrait peut-être inspirer aussi des plus gros acteurs de l'industrie? Cette année, en même temps qu'on a gagné notre 3e position de consommation d'énergie, on a gagné un prix d'innovation technique de la Southwest Research Institute. Je ne sais pas s'ils vont s'inspirer de la soumission qu'on a faite pour leur concours. Il y a comme des études justement qui sont publiées sur ces véhicules-là. Là. Comme ça, on peut montrer, par exemple, il y a une pression optimale pour la pression des pneus pour consommer le moins d'énergie possible. On peut publier tout ça pour rendre ça accessible au public et à l'industrie. Vraiment intéressant. On vous remercie énormément. Bien, merci à vous. Merci à vous. J'ai le plaisir de vous présenter la vidéo du premier projet gagnant d'un prix du mérite, Exoflex de l'Université de Sherbrooke, un projet finaliste de l'édition 2022 des Anges du Génie qui continue de parfaire un appareil motorisé pour les personnes atteintes de dystrophie musculaire. Félicitations! Bonjour, je m'appelle Michael Labrec. Et moi, Olivier Jackson. Et chez Exoflex, l'autonomie et la santé nous tiennent à cœur. Notre projet a vu jour il y a 2 ans afin d'offrir une solution de physiothérapie aux personnes comme moi atteintes de maladies neuromusculaires. Sans physiothérapie, ces maladies provoquent l'arrêt précoce de la marche et des douleurs au niveau des jambes. Le problème, c'est qu'il est très difficile, voire impossible pour nous de faire ces étirements par soi-même. Notre équipe est composée de 9 étudiants en génie. Nous travaillons présentement sur la 3e itération d'un appareil motorisé pour les mollets pour aider mon partenaire à faire ses étirements par lui-même. Celui-ci améliore l'intensité et la fréquence des étirements, facilite le travail des physiothérapeutes et tout cela est fait dans le confort de chez soi. Avec la bourse des anges, nous allons l'utiliser pour finaliser ce prototype et aussi débuter nos tests cliniques. Voter pour Exoflex, c'est combattre le handicap. Notre 2e projet aujourd'hui nous provient de l'Université de Sherbrooke. Il s'agit d'Aquarius. Depuis des siècles, les pêcheurs commerciaux se sont rattachés aux mêmes méthodes de pêche dépassées, transmises de génération en génération. Pourtant, aujourd'hui, à cause de ces méthodes, les écosystèmes marins continuent de disparaître à un rythme alarmant. C'est pourquoi nous avons créé Aquarius, une entreprise fondée par 8 étudiants en génie à l'Université de Sherbrooke. Notre mission est d'aider les pêcheurs du monde entier en garantissant la durabilité de nos méthodes de pêche. Le chalutage de pêche est une méthode de pêche commerciale qui est responsable du quart des prises de poissons dans le monde. Au Québec, on l'utilise pour pêcher la crevette et le sébaste. Cette méthode utilise un énorme filet qui est maintenu au fond de la mer avec des masses très lourdes. Malheureusement, cette technique engendre des impacts négatifs pour l'environnement et pour le pêcheur. Tout d'abord, tirer un énorme filet au fond de la mer détruit complètement les écosystèmes marins, ce qui entrave la régénération des populations marines. Aussi, le filet soulève les sédiments, ce qui libère du CO2 qui était initialement séquestré dans le sol. Par conséquent, le chalutage de fond émet autant de CO2 que l'industrie de l'aviation. Puis, le filet augmente énormément la résistance pour le bateau, ce qui augmente la consommation en carburant pour le pêcheur. C'est pourquoi ma collègue Chloé, moi-même Christophe, ainsi que le reste de l'équipe Aquarius avons mis en place l'Aquafoil, notre solution innovante.
Notre technologie est un hydroplaneur qui s'attache de chaque côté de l'ouverture du filet. Grâce à leurs capteurs et à leurs 2 ailes indépendantes, les 2 aquafoils du système permettent de soulever le filet. L'aquafoil peut aussi s'ajuster automatiquement de façon à éviter tout contact tout en gardant une proximité optimale. Cette innovation permet d'éliminer les impacts sur le fond marin et de réduire la consommation de carburant, augmentant la rentabilité des pêcheurs tout en soutenant la prospérité des communautés côtières. Nous croyons fermement qu'avec cette solution, nous avons une chance de lutter contre les changements climatiques et de protéger la vie océanique. Est-ce que vous avez des clients? Comment est-ce que vous avez testé? Un collègue à nous, Jérémy, et moi-même avons fait un stage entrepreneurial qui a duré tout l'été. Et pendant ce stage-là, on a pu faire un voyage en Gaspésie pour faire de la validation de marché et on est allé aussi au Nouveau-Brunswick. Donc, pendant ce voyage-là, on a pu rencontrer des associations de pêcheurs. Donc, premièrement, l'ACPG qui est situé en Gaspésie et deuxièmement, le FRAP qui est situé au Nouveau-Brunswick. Donc, ces associations-là ont plusieurs pêcheurs qui font du chalut de fond. Chacune de ces 2 organisations-là sont intéressées à acheter un système d'aquafoil fourni par nous pour l'été prochain. Et ce serait un projet pilote dans chacun des 2 cas qui va nous permettre de tester la technologie en mer. De un de ces 2 côtés-là, on a débloqué une lettre d'intention d'achat qui a été signée. Ensuite, cet automne, on a pu faire des premiers tests en lac pour valider comment l'aquafoil peut évoluer dans l'eau. Donc, suite à ça, on va pouvoir effectuer des tests en environnement contrôlé de plus, mesurer la dynamique de l'aquafoil. Ça va être à l'hiver et au printemps. Puis, durant l'été prochain, ça va être les premiers tests en mer, idéalement avec le projet pilote. Moi, j'avais une question à propos du coût pour construire de vos produits. Ça ressemble à quoi votre budget pour ça? Le premier prototype qu'on a fait, qui a un seul individu sur 2, a coûté entre 30 et 50 000 en prototypage. Donc, on évalue ensuite qu'en réduisant les coûts, puis pour un prototype plus final de pré-commercialisation, on aurait 40 000 de coûts de fabrication pour les 2 aquafoils, pour le système au complet, en plus des câbles et tout. Et donc, on établirait notre prix de vente à 200 000 $. Qu'est-ce qui a été le plus excitant pour vous de passer de projet d'université à vous incorporer? Mais je pense que c'est vraiment de réaliser l'impact qu'on peut avoir, bien, autant dans les communautés côtières, mais juste dans l'environnement en général. Puis c'est de passer à des petits prototypes imprimés 3D à vraiment avoir un prototype réel, puis aussi de voir l'intérêt des clients, donc des pêcheurs, puis de les aider. C'est vraiment ça qui nous a donné de la fierté, puis de l'espoir, puis de comprendre que notre projet a un réel potentiel. Qu'est-ce que vous diriez sont vos principaux défis parce que vous avez fait des tests en environnement contrôlé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous avez pu en retirer? Les principaux défis technologiques du projet sont dans l'alimentation et la communication de l'aquafoil. Dans les 2 dernières années, on a travaillé très fort pour avoir des solutions qui fonctionnent et qui vont être à l'épreuve de l'environnement. Donc, on alimente l'aquafoil avec un câble qui fournit en même temps la communication. Donc, c'est un câble hybride, puis on peut communiquer par Ethernet en même temps que l'aquafoil reçoit sa puissance. Donc, ça permet vraiment de tout le temps pouvoir fonctionner. Le pêcheur n'a pas besoin de penser à le recharger. Il peut brancher avec un boîtier électrique qu'on a conçu nous-mêmes et qui peut se brancher directement sur la salle des machines avec l'alternateur du bateau que le pêcheur a déjà. Donc, ça s'intègre tout très bien sur le bateau. Merci beaucoup. On ressent énormément votre passion. On vous souhaite du succès dans ce projet. Voici maintenant la vidéo du second projet gagnant d'un prix du mérite. Konos Technologies de l'Université Laval. Afin de mieux protéger les travailleurs, leur équipe a développé un système d'automatisation de manutention de cônes. Félicitations! Je m'appelle Justin Couturier et avec mes 3 collègues en génie mécanique à l'Université Laval, on a fondé Konos Technologies dans le but d'utiliser nos compétences en ingénierie pour avoir un impact majeur positif sur la société. On fait ça en développant une machine qui permet d'automatiser la pose et le retrait de cônes sur les routes nord-américaines. Puisqu'en ce moment, croyez-le ou non, c'est encore des travailleurs qui installent manuellement jusqu'à 1000 cônes par jour pesant entre 40 et 150 livres, et ils le font en étant debout sur une plateforme de camion en mouvement, souvent sans être attachés. Notre solution apporte plusieurs avantages majeurs. Premièrement, elle permet de grandement améliorer la sécurité des travailleurs. Deuxièmement, elle s'attaque concrètement au problème actuel de pénurie de main-d'œuvre. Troisièmement, elle réduit les coûts opérationnels et accélère les opérations de signalisation. Plus de 25 compagnies nous ont confirmé leur intérêt pour notre solution d'automatisation, affirmant qu'il n'y a aucune autre solution actuellement sur le marché qui permet d'aussi bien répondre à leurs besoins. Plusieurs compagnies nous ont même signifié leur intérêt pour nous aider dans le développement de notre machine, et avec votre soutien, on peut aller encore plus vite.
Notre troisième projet aujourd'hui nous provient de l'Université McGill. Il s'agit de McGill Engineers in Action. Comment êtes-vous arrivé au studio ce matin? Vous avez sûrement pris votre voiture, traversé le canal de la Chine ou peut-être le fleuve Saint-Laurent, normalement sans trop de difficultés. Or, pour 1 milliard de personnes dans le monde, d'après les estimations des Nations Unies, cette réalité est très différente. Les barrières géographiques, notamment les rivières, sont un obstacle quotidien pour pouvoir accéder à leur lieu de travail ou aux services essentiels tels que l'éducation et la santé. C'est pour relever ce défi de l'isolement rural que McGill Engineers in Action a été créé en 2018. Il faut savoir que tous les ans depuis, pendant la session universitaire, nous designons un pont qui sera capable d'enjamber une rivière qui est estimée dangereuse. C'est qu'ensuite, pendant l'été, que McGill, avec nos universités partenaires, on envoie une équipe d'étudiants sur le terrain, donc généralement c'est en Bolivie et en Eswatini, pour construire ce pont avec l'aide des communautés locales. Les étudiants, sous la supervision d'ingénieurs professionnels, réalisent les plans structuraux, les dessins, les devis, les étapes de construction et la logistique. Une fois sur le chantier, chacun a sa responsabilité, chef de projet, contrôle de qualité, santé-sécurité. On a tous suivi une formation qui nous permet de remplir notre rôle. Cette expérience concrète est un apport inestimable à la formation universitaire assez théorique des futurs ingénieurs du Québec. Tous les ponts qu'on a construits jusqu'à présent, ils font généralement entre 70 et 80 mètres de long. Certains vont jusqu'à même 100 mètres. Ils sont tous suspendus, donc ça permet d'avoir aucun impact en fait, sur l'écoulement naturel du cours d'eau. Et en plus de ça, il faut savoir que les travaux, ils ont lieu souvent dans des endroits qui sont très reculés, parfois isolés, et même dans des terrains parfois un peu accidentés, escarpés. Et ça se fait sans aide de machines lourdes, sur une durée qui est assez courte, donc seulement 6 semaines. Un prix des Anges du Génie serait une aide précieuse pour notre association, nous permettant d'envoyer davantage d'étudiants pour continuer à améliorer la vie des communautés isolées. Merci pour votre attention. Comment vous choisissez les différents projets? Les communautés, c'est souvent elles qui viennent vers nous. Par exemple, en Bolivie, c'était une municipalité qui avait déjà des ponts de notre part. Les locaux ont vu les ponts des autres communautés, ils se sont dit, nous aussi, on en va un. Donc, ils participent aussi financièrement à la construction du pont. Et nous aussi, ils en avaient besoin, surtout, parce qu'il y avait eu des morts lors de tentatives de traversée de la rivière. Donc, c'était plus qu'un souhait, c'était un besoin, une nécessité pour eux, pour traverser la rivière d'une manière sécuritaire. J'aimerais peut-être entendre parler de votre expérience. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir ce projet-là vis-à-vis les autres? Qu'est-ce que ça va amener aux étudiants, puis le projet en général, l'impact que ça va donner? On apporte quelque chose de différent. Je pense qu'on est le seul projet assez humanitaire. Donc, Engineers in Action, c'est à but non lucratif. On est aussi le seul projet en civil. Il y a beaucoup de projets mécaniques ou physiques. Nous, on est assez différents. On a un peu l'impression d'être pas les seuls axés sur l'humanitaire et social. Mais les autres projets sont chouettes aussi. Mais c'est surtout aussi, on peut toucher beaucoup d'étudiants. Ça donne une expérience concrète à beaucoup de différents étudiants. Dans notre association, il y a beaucoup de rôles différents et on peut changer. Moi, j'ai commencé en sponsorship, après j'ai fait design et maintenant je suis présidente. Il y a des moyens aussi de monter dans l'association. Donc, en tant qu'association universitaire, on est aussi, c'est un avantage d'avoir ce genre de projet. Je comprends que c'est une initiative qui vous rapporte beaucoup en tant qu'étudiant pour apprendre les concepts techniques, mais je serais curieux de vous entendre. Qu'est-ce que ça te rapportait au niveau personnel d'échanger avec ces communautés-là? J'y suis allée l'été dernier, donc cet été, en Bolivie, sur le projet Rio Pocoata. Sur le côté technique, j'ai beaucoup appris les codes, le design, les calculs, les vérifications, les spreadsheets interminables. Et sur le terrain, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je ne m'attendais pas vraiment à ça. On peut croire, connaître comment les gens vivent, mais on ne réalise pas tant qu'on n'y est pas. Ne pas avoir d'eau potable, ça c'est un autre projet que Engineers in Action commence à aborder, c'est les puits pour de l'eau potable. Pas avoir de sanitaire, de douche, de toilettes, de route. On se dit comment c'est possible de même traverser à pied la rivière. Ça a changé ma perception sur les privilèges qu'on a de vivre dans un endroit où les infrastructures sont vraiment développées comme ici. Merci beaucoup pour votre présentation, super intéressant. Merci pour votre contribution à ces communautés. Découvrons maintenant la vidéo de l'équipe du projet Lonotech de l'Université de Sherbrooke. Gagnante de l'un des 4 prix du mérite, l'équipe a développé un robot pollinisateur autonome. Félicitations! Nous sommes Lonotech, une équipe de 10 étudiants en génie à l'Université de Sherbrooke. Ensemble, nous développons une solution innovante pour révolutionner la pollinisation des tomates en serre. Notre mission, remplacer les bourdons par une solution autonome. Les bourdons causent plusieurs problèmes, notamment
la pollinisation irrégulière, les coûts répétitifs élevés et finalement la propagation de pathogènes. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux tomates? C'est important de savoir que les fleurs de tomates, ça peut s'auto-polliniser simplement avec une vibration. De plus, les tomates représentent 50% du marché mondial de la culture en serre. Nous avons développé une approche acoustique unique qui utilise des ondes sonores directives pour polliniser des fleurs de tomates. Nous sommes en train de créer un robot autonome capable de se déplacer facilement dans une serre, équipé d'un système de vision intelligent pour détecter et polliniser chaque fleur de tomate avec précision. L'avenir de la sériculture, ça repose sur l'innovation. Chez Lenotech, nous sommes convaincus que nos technologies contribueront à une production alimentaire plus efficace et durable. Notre quatrième projet aujourd'hui provient de l'Université Laval. Il s'agit de Alpi Technologies. Bonjour, moi c'est Émile, je suis avec William aujourd'hui. On est cofondateur de Alpi Technologies. Alpi Technologies, notre mission, c'est d'améliorer l'efficacité des soins de santé en donnant les bons outils aux professionnels de la santé et aux patients. Qu'est-ce que j'entends par les bons outils? C'est un appareil de suivi des signes vitaux qui permet de faire le suivi complet de l'état de santé d'un patient à distance. On sait que les hôpitaux en ce moment sont surchargés, les personnels de la santé ont beaucoup trop de travail. Donc, en facilitant la transition entre l'hôpital et la maison, on permet de diminuer cette charge de travail-là. Améliorer les soins de santé, c'est une grosse tâche à accomplir. Donc, on a commencé par parler aux gens qui sont sur la ligne de front en ce moment, donc plus d'une trentaine de professionnels de la santé, médecins, infirmières. Puis, ces discussions-là nous ont permis d'ouvrir la porte vers des projets pilotes par des chercheurs à l'université qui sont intéressés par le projet, qui voient le potentiel, pour tester l'appareil, voir l'efficacité de celui-ci, puis montrer qu'on est capable de faire le même suivi que ce qui se fait déjà, ou mieux encore là, sur certains signes vitaux. Le développement en ce moment va de bon train. On a déjà notre dernier prototype qui a été fait dans le dernier mois, qui est en cours de test pour montrer qu'on est capable de faire les signes vitaux de base qui sont déjà, donc on peut penser fréquence cardiaque ou ECG. C'est sûr que le monde du marché du suivi multiparamètres, c'est un gros secteur. On retrouve tous les gros joueurs qui sont déjà là, Philips, GE. Mais nous, ce qu'on veut amener, c'est un capteur qui est beaucoup plus petit, réutilisable. Le but, c'est aussi de pouvoir mesurer sur un ensemble de physionomies différentes, donc d'être très accessible pour tous. Puis aussi d'amener des outils d'interprétation des données, faciliter l'interprétation des données autant du côté professionnel de la santé que patient. On est une équipe de 3. Je suis avec William et moi, on est étudiants en génie physique à l'Université Laval, donc on est spécialisé plus dans l'optique, l'électronique et compagnie. Puis on a aussi avec nous un étudiant en médecine à l'Université de Sherbrooke qui nous aide pour le côté médical. C'est crucial dans un appareil de grade médical. Donc l'opportunité d'avoir 5 000 $, ça nous permettrait d'augmenter le nombre d'itérations, accélérer le développement, parce que c'est dans l'ordre de grandeur des coûts. Donc ça permet vraiment, ça fait une énorme différence sur la rapidité avec laquelle on peut avancer. Donc, ça va nous permettre de se rendre plus rapidement à des projets pilotes, puis éventuellement à des approbations par FDA, Santé Canada, puis une mise en marché. Donc, j'espère que vous allez nous aider dans l'amélioration des soins de santé. C'est quoi la différence de votre outil par rapport à que j'ai pas, mais tout ce qui est device de mesure? La différence majeure, c'est vraiment le grade médical. Donc, les appareils de grade médicaux, c'est des appareils qu'il faut qu'ils soient homologués par Santé Canada puis la FDA. Puis, ça apporte des données sur lesquelles les professionnels de la santé peuvent faire des actions sans crainte de quelconque poursuite légale. Je pense qu'un bon exemple, c'est par exemple Apple, Garmin, ils font la mesure de l'ECG, qui est l'électrocardiogramme, et de la saturation d'oxygène, mais l'ECG au poignet n'est jamais fait en continu parce que ça prend de la batterie. Puis là, pour le consommateur, l'intérêt, c'est toutes les autres aussi fonctionnalités de ces appareils-là. Très peu précis au poignet aussi, l'ECG. C'est pour ça, en fait, ils le font au doigt ou au front en ce moment. La poitrine, c'est un bon endroit aussi parce qu'on est quand même, c'est bien vascularisé là, en surface. Mais c'est pas des mesures qui se font en continu non plus. Fait qu'on n'a pas les données nécessaires pour prendre une action médicale ou l'assurance que c'est des bonnes données là, avec ces appareils-là. J'avais une question vis-à-vis de GE et Philips. La technologie est différente. Pourriez-vous juste peut-être expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre qu'est-ce que les autres ils font et qu'est-ce que vous faites? Bien, il y a vraiment deux classes de technologies qui ont par rapport à ça. Il y a les appareils qui sont plus bedside, qui vont être les gros monitors, qui sont vraiment une grosse machine par signes vitaux. Puis aussi, dans les dernières années, acquisitionné une start-up qui s'appelle BioIntelliSense, qui font un petit capteur similaire, puis qui offre juste la fréquence cardiaque puis la température. Donc, ils se positionnent sur le marché, mais ils ne sont pas complets en tant que produit. Puis peut-être là, plus au niveau pratico-pratique, c'est quoi la différence? On voit que souvent ce qu'ils vont faire pour
rendre leurs appareils portables. Ils vont adapter leur technologie actuelle, qui ont probablement en fait leur chaîne de production, leur technologie qui est déjà approuvée. Le but, c'est de changer le moins possible leur technologie pour avoir à refaire tous les processus d'approbation. Puis ils vont juste le compacter dans un format qui est moins ergonomique. Souvent, là, il va avoir un gros appareil sur le côté qui est pas confortable pour le patient. C'est un format qui est moins agréable pour l'utilisateur, puis le confort du patient est quand même important là, dans la rémission de quelqu'un qui sort de l'hôpital. Il y a un projet en cours du gouvernement qui s'appelle Télésanté d'offrir de l'hospitalisation à domicile, puis qui va avoir des projets pilotes dans 13 établissements au printemps. Dans tous ces concepts-là, ils parlent de télémédecine. Êtes-vous au courant de quel genre de dispositif serait utilisé? Parce qu'ils parlent de quelque chose quand même à très court terme. En ce moment, je pense, par exemple, si on pense à TELUS Santé, là, qui est un des gros, ou Dialogue, qui sont les services de consultation à distance ou même hospitalisation à distance, c'est beaucoup plus nouveau, là, mais que les gens ont déjà accès, là, c'est beaucoup de consultation à distance. En général, il n'y a aucun appareil qui est utilisé. En fait, le médecin va se fier sur ce que la personne peut lui donner comme information à la maison, des questions qu'on va avoir comme en clinique. S'ils sont chanceux, peut-être un brassard pour la pression. Mais il y a malheureusement très peu d'appareils qui sont utilisés pour les gens à domicile parce que, d'un, il y a un coût à l'achat souvent de ces appareils-là qui sont vendus quand même assez cher en pharmacie. Puis après ça, c'est l'utilisation de tous ces appareils-là. Bon, OK, je me branche là, OK, il faut que je rapporte mes données à mon médecin. Donc, la communication peut être difficile en ce moment. Puis, en fait, c'est un marché qui est très, très intéressant pour nous. Donner, une base centralisée de mesures initial, évidemment, mais c'est pas un diagnostic spécialisé, mais c'est le diagnostic initial qui doit être pris sur à peu près tous les patients qui rentrent à l'hôpital. Le côté normatif, approbation, ça vous rebute pas trop? Ouais. Ça fait partie du jeu, puis ça rend la structure de l'entreprise un peu différente aussi, parce que tant que t'es pas approuvé, tu peux pas faire de vente directement, mais en même temps, ça permet de mettre beaucoup de temps sur le développement au début, ce qui est vraiment intéressant. Ça permet de faire de la belle recherche, puis de développer comme il faut un appareil, puis t'assurer que ce que tu envoies sur le marché, c'est de la belle technologie. Le cadre normatif est restreignant, mais en même temps, une bonne motivation à faire un beau produit à la fin. Là. Merci pour toutes vos réponses, puis bonne chance pour la suite. Merci. C'est maintenant l'heure de découvrir le 4e et dernier projet ayant obtenu un prix du mérite. Hugo Solutions de l'Université Laval. L'équipe a conçu un logiciel de gestion de transactions et de services dans les restaurants et les grands événements. Félicitations! Avais-tu besoin de ton reçu? Oui, s'il te plaît. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Chaque année, les commerçants du Québec émettent jusqu'à 4 milliards de factures comme celle-ci. Chez Hugo, on estime que c'est inacceptable avec la technologie d'aujourd'hui. On a développé une application mobile qui permet non seulement de résoudre le nombre de factures comme celle-ci, mais également de réduire le temps de service des clients lors d'événements à fort achalandage. Ça ressemble un petit peu à ça. Lorsque l'utilisateur passe sa commande, il prend place dans une file virtuelle. Le paiement est effectué automatiquement lors de la récupération de la commande et les données sont sécuritairement synchronisées avec les infrastructures du commerçant. Le client peut donc attendre à la table avec ses amis, sur la piste de danse ou à l'endroit de son choix. Une notification est envoyée au client lorsque son temps d'attente est terminé et il est servi dès son arrivée dans l'espace dédié. Ainsi, une vente peut s'effectuer en un clin d'œil. Hugo, rends-toi service. Nous sommes maintenant rendus à notre 5e projet. Il nous vient de l'École des technologies supérieures. Je vous présente Window. Bonjour, mon nom est Sébastien, étudiant au baccalauréat en génie électrique et cofondateur de Window. Bonjour, mon nom est Émilie Normand, étudiante en génie logiciel et cofondatrice de Window. Saviez-vous que ça fait depuis plus de 100 ans que le nettoyage de vitres n'a pas évolué? Encore aujourd'hui, des laveurs de vitres suspendus à des cordes risquent leur vie pour faire un travail qui est long et répétitif. En plus de ça, le nettoyage de vitres en hauteur cause plus de 1000 accidents par année aux États-Unis. Chez Window, on a développé la première technologie de nettoyage de vitres par drone au Canada pour nettoyer les bâtiments qui sont les plus difficiles d'accès sans risquer la vie de nos employés. Nos drones sont équipés de lances à haute pression et de savon biodégradable pour attaquer les tâches les plus tenaces sans endommager l'environnement. Window vise à être le pilier de l'innovation en entretien immobilier. Nous développons actuellement un logiciel capable d'estimer les coûts de nettoyage de n'importe quel bâtiment en quelques secondes à l'aide de l'imagerie satellite. Ce logiciel fait partie de la première phase de notre plan d'automatisation. Prochainement, nos drones pourront se piloter de manière autonome pour un résultat toujours parfait. Nous visons à automatiser complètement le processus de nettoyage de bâtiments. Et pour ce faire, nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée du Québec. Aidez-nous à sauver des vies. Choisissez Window.
J'ai vu dans vos vidéos des bâtiments quand même en hauteur. J'imagine que vous n'embarquez pas les réservoirs d'eau avec le drone. Le réservoir est au sol. Quelle est la hauteur maximale de bâtiment que vous êtes capable de gérer présentement? Tous nos systèmes sont intégrés dans nos camions. Donc, on arrive sur place, on n'a pas besoin de déplacer tout notre matériel. On fait juste se brancher sur l'eau du bâtiment avec l'électricité. Et tous nos drones, on peut faire les bâtiments de 5 à 15 étages. Et présentement, le drone est piloté à 100% par un humain. Comment cet humain-là fait pour savoir que la vitre au 15e étage est bien nettoyée? On a des caméras sur le drone qui nous permettent de voir à peu près les endroits qu'on a besoin de nettoyer. On reçoit un feedback visuel avec notre télécommande. On est en train de développer un algorithme propriétaire qui va nous permettre de voir vraiment les taches de savon de manière microscopique pour qu'on ait vraiment un rinçage puis un résultat exceptionnel qui équivale avec le squeegee. Vous avez dit que vous avez fait une année déjà en opération. C'est quoi les apprentissages que vous avez eus durant cette année-là? Écoutez, il y a eu tellement d'apprentissages qu'on a eu. Notre premier contrat qu'on a eu cette année, c'était une tour de 12 étages. Donc, c'est quand même un gros step quand on fait un bâtiment de 3 étages versus 12 étages. Il y a beaucoup de configurations qu'il faut changer. Il y a beaucoup de mise en place qu'on doit mettre. Pour le savon aussi, le savon, c'est nous autres qui le designons dans nos laboratoires pour qu'il soit vraiment moins collant sur la surface. Donc, ça nous permet d'utiliser moins d'eau pour nettoyer le savon. Si on compare le prix pour nettoyer des vitres justement à la main versus avec le drone, comment on se compare, exemple, un bâtiment de 15 étages? Sur le marché, on est entre 15 à 30 moins cher que la méthode traditionnelle et on est 2 fois plus rapide. Puis aussi, on a des économies de coûts quand il y a des inspections sur les toits. Donc, tous les ancrages, on n'a pas besoin de les faire inspecter à chaque année. Donc, c'est entre 2 et 7 000 qui sauvent par année. Est-ce qu'il y a des contraintes d'intempéries dans lesquelles vous ne pouvez pas l'utiliser versus les méthodes traditionnelles? Je vous dirais qu'on a des contraintes par rapport aux arbres. Donc, s'il y a des arbres, c'est un petit peu plus compliqué, je vous dirais. Mais à part de ça, notre modèle d'affaires est vraiment concentré sur atteindre les emplacements qui sont difficiles d'accès. Donc, où est-ce que les humains qui ne sont pas capables de nettoyer les vitres, notre drone y rentre en jeu et il peut les nettoyer. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, 5 beaux projets, sérieusement très impressionnants. Qu'est-ce que vous avez retenu? Pour moi, il y avait comme 2 catégories qui se distinguaient. Les catégories complément de formation d'ingénierie pratique, puis 3 autres projets plus de nature entrepreneuriale. Est-ce qu'on veut garder cette différenciation-là? Moi, je trouvais que les 5 avaient des volets assez différents, côté soit innovation, soit humanitaire. Donc, il y avait vraiment des facettes à chaque projet qui n'est pas nécessairement facile à choisir entre ces choses-là parce que c'est tout, au bout de ligne, c'est tout intéressant et c'est tout important. Puis ils ont tous un impact. S'il y a quelque chose qui les caractérise, voulez-vous qu'on les repasse en revue? Oui, passons en revue rapidement les différents projets Aélérion Supermillage. Mais c'est relativement mature parce qu'ils ont quand même évolué plusieurs types de technologies. C'est un grand groupe d'étudiants, donc je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment du passage de connaissances d'une groupe à l'autre. Une cohorte à l'autre. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils vont plus loin que juste l'enseignement ou la mise en pratique, d'intégrer les techniques de recherche de pointe, puis d'avoir l'opportunité de le faire. C'est pas des choses qu'on fait souvent dans un cours. Ils sont vraiment à l'affût des nouveautés. D'ailleurs, ils nous exposaient leur transition du combustible vers les piles. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher avec ça. Du côté d'Aquarius, un autre projet quand même assez prometteur. C'est innovateur. Ouais. Comme on a vu, le marché dans lequel ils tentent de percer, c'est pas nécessairement très mature. Donc, ça peut faire une bonne différence, un projet comme ça, point de vue innové dans ce qu'ils font. D'avoir quelque chose qui ramène à la planète aussi directement. Oui, il y a de la technologie, mais quelque part, ce qu'on retient, c'est l'impact sur les océans, c'est pas la technologie. Moi, je trouvais ça vraiment impressionnant. L'impact qu'ils ont comparé avec l'aviation, c'est quand même incroyable. La majorité des gens ne sont pas nécessairement au courant de ça. Puis au niveau de la maturité de la technologie, comment l'apercevez-vous? Bien, il semble être en développement, peut-être un peu plus. Ça fait un peu moins longtemps, cette groupe-là, mais donc mais par contre, ils ont déjà fait des tests. Déjà d'avoir un engagement
du marché pour faire un projet pilote. C'est quand même, on sait que les saisons sont courtes. C'est positif. Moi, je trouve la validation par les pêcheurs, c'est le fun. Engineering in Action de McGill, c'est un super beau projet humanitaire qui combine justement la contribution humanitaire et le développement de compétences en génie civil surtout. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça développe des compétences de leadership et autres. C'est ce que je me suis rendu compte pendant qu'ils décrivaient leur projet, c'est qu'il y a un bout d'ingénierie, mais il y a un bout de comment gérer un projet comme ça, d'aborder, même d'aller dans les communautés, les sponsors. Donc, c'est plus large que juste la construction. Je trouvais ça intéressant. Moi, je vois que c'est un bel exemple de comment un ingénieur peut changer le monde. J'ai envie de dire littéralement une brique à la fois, là, parce qu'ils font des briques, mais on oublie cet aspect-là. Pour ça, je trouvais que c'était une belle illustration de mener un projet à bout complètement avec une vocation sociale. Alpi Technologie pour la télémédecine. Un projet qui est quand même au stade encore préliminaire de prototype, mais avec un fort potentiel. Mais c'est vrai que la télémédecine, ça serait utile parce que dès qu'il faut avoir une prise de mesure ou de données, on est obligé d'aller chez le médecin. Puis si ça peut aider de ce côté-là, ça serait très bénéfique, là, même s'ils sont au début de leur développement. C'est un peu plus nouveau. Mais quand même, je vois l'utilité d'avoir une chose comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que même s'ils sont au début de leur développement, ils sont très conscients de ce que ça prend pour amener ce projet-là, puis en faire un produit. Il y avait beaucoup d'innovation, beaucoup de passion, mais j'ai trouvé très réaliste dans les délais, dans le chemin que ça va prendre pour que le produit aboutisse sur le marché. Donc, pour ça, je les ai trouvés solides sur ce volet-là. Notre dernier, mais non le moindre, Window. Les drones pour nettoyer les vitres de bâtiments. Et déjà au stade mature, par rapport aux produits, ils sont plutôt en raffinement. Puis là aussi, dans leur présentation, transcender le volet technologique pour montrer l'impact au niveau des accidents puis de la prévention. J'ai aimé le fait que ça soit déjà en application, mais qu'ils fassent en même temps de la recherche et développement en parallèle. Donc, ça leur permet nécessairement de se subventionner eux-mêmes dans leur évolution. On a évidemment plein d'autres questions sur la hauteur des bâtiments, la réglementation. On comprend qu'il y a des règles, mais c'est des défis qui pourront probablement être surmontés. Parfait. Donc, c'est des grosses décisions que nous avons à prendre. Alors, mesdames, on est arrivé à un consensus? Oui. Nous sommes prêts à aller leur annoncer la bonne nouvelle? Absolument. Tout à fait. La délibération des anges est maintenant terminée. Vous remarquerez que nous avons un nouvel invité avec nous aujourd'hui sur le plateau. Je vous présente M. Louis Lisotte, président et chef de la direction de gestion ferrique, qui présentera le coup de cœur ferrique qui a été déterminé par nos anges lors de leur délibération. Mais avant tout, nous allons remettre le prix du public. Pour ceux qui ne le savent pas, les gens pouvaient voter en ligne du 11 novembre au 20 novembre dernier et l'équipe qui a eu le plus de votes se méritera donc ce prix. Je vais inviter une de nos anges, Mme Hélène Beneteau de la Prairie, à venir présenter le prix. Merci Nicolas. Donc, je vous dis encore bravo. On a vraiment été impressionnés par vos projets. Donc, le choix du public, donc, est Aquarius de l'Université Sherbrooke. Félicitations. Il faut croire que s'occuper des fonds marins, c'est précieux, puis que votre projet a vraiment fasciné puis impressionné la communauté ferrique. Merci. Donc, bravo. Merci. Merci. Alors, on se rappelle tous que le prix du public donne un montant de 1 000 supplémentaires aux 5 000 qui a déjà été gagné. On rappelle bien sûr que tous nos finalistes ont eu un montant de 5 000 déjà. Et maintenant, la tension monte d'un cran. Il est maintenant temps de dévoiler qui va avoir le coup de cœur ferrique. Et j'aimerais inviter Louis à bien vouloir présenter le prix. Merci, Nick. Merci beaucoup, les anges, mais surtout, bravo à vous tous pour vos présentations aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. La créativité que vous avez démontrée, puis surtout votre volonté à vouloir améliorer les choses en continu, vraiment, c'est impressionnant. Ça fait plusieurs années que Ferric appuie la relève en génie. Vous nous confirmez aujourd'hui que c'est pertinent et c'est important de continuer à le faire. Donc, sans plus tarder,
Le prix coup de cœur, déterminé par les anges, Aquarius, Université de Sherbrooke. Félicitations. Alors, c'est ce qui met fait à notre émission. Je voudrais premièrement remercier toutes nos équipes qui ont participé, grandement apprécié. Merci et c'est sûr qu'on va suivre tous vos projets en cours de route. Un gros merci à nos anges qui ont pris le temps de faire le tri dès le départ et aussi aujourd'hui. Et aussi un gros merci à vous à la maison d'avoir participé au vote et avoir participé à l'émission. Au nom de toute l'équipe de Gestion Ferrique, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Le plus grand défi dans le cadre de ce concours-là, ça a été de synthétiser notre présentation. Il y a une quarantaine de personnes étudiantes à l'Université Laval qui travaillent sur Alérion Supermillage. C'est très, très complexe de vraiment résumer ça dans un pitch de 2 minutes, mais je pense qu'on a quand même bien fait ça. C'était une expérience très agréable avec des équipes vraiment très chouettes. C'est la première fois qu'on fait un concours pour représenter McGill Engineers in Action, mais tout le monde était super bienveillant, on s'est senti bien accueillis et ça a été une très bonne expérience. Ça vaut la peine de participer à un concours comme celui des Anges du Génie, selon moi, parce que ça permet de vraiment remettre en question le projet, puis la direction du projet, puis aussi de le faire valider par des gens externes, comme les juges. Avec le prix de 5 000 $, ça va nous donner l'occasion de faire plus d'itérations de prototypage, donc d'accélérer le chemin vers les premiers projets pilotes, ces projets pilotes-là qui sont essentiels. C'est une belle expérience pour nous de participer aux Anges du Génie. C'est vraiment une super belle opportunité pour nous de mettre en valeur notre entreprise. De participer aussi, ça permet de nous mettre en lien avec d'autres entrepreneurs. On a discuté toute la journée avec les autres équipes, c'était super intéressant, on a appris plein de choses. C'est quand même assez stressant au début, mais ça a été vraiment le fun. Le niveau de toutes les équipes était vraiment au rendez-vous. Tous des gens qui vont aller loin, donc c'était motivant en plus de ça. Avec le 11 000 $ qu'on a gagné, on va pouvoir continuer de poursuivre les tests avec notre prototype qu'on a fabriqué. Surtout dans le domaine marin, comme nous, il y a des grosses dépenses, des gros investissements à faire au niveau technologique. Donc c'est important d'aller chercher des petites victoires comme celle-là. Des bonnes grosses victoires même.